Donc, bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière session sur les évaluations. Donc, nous allons continuer à parler d'évaluation formative et sommative et en particulier aussi de différenciation. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de la triangulation, combien il est important d'avoir plusieurs types de preuves d'apprentissage. Donc, autant des productions écrites, par exemple, que des conversations avec l'élève ou des observations. Donc, je vais aller un petit peu plus en détail vis-à-vis de ceci. Donc, les productions, ça peut être des examens écrits, ce qu'on fait beaucoup au secondaire, des essais, des projets. Donc, c'est quelque chose que l'élève va faire. Et puis, c'est une forme qui est adaptée à l'évaluation des connaissances et aussi à l'application directe de certaines habiletés. Donc, une idée pour améliorer nos examens écrits, c'est déjà d'éliminer les choix multiples. Donc, j'ai assisté à des formations de Alberta Assessment Consortium, et puis avec différents intervenants, tant canadiens qu'américains. Et le consensus, c'est effectivement que les choix multiples, même s'ils sont privilégiés lors des évaluations provinciales pour des raisons de commodité et de rapidité de notation, en fait, ce n'est pas la meilleure façon d'évaluer un élève. En particulier parce qu'il y a toujours le problème de la langue et de comprendre en fait la question ou les énoncés des réponses. Donc, on peut améliorer nos examens écrits quand on a des réponses à développement où l'élève va exprimer ce qu'il a compris et non juste choisir une réponse. Une idée aussi, c'est de dédier un espace pour permettre à l'élève de montrer ses connaissances. S'il n'arrive pas, par exemple, donc encore une fois dans un examen écrit, à répondre à une question, c'est bien qu'il puisse quand même sur un thème dire ce qu'il a appris. Donc, que voudrais-tu me dire d'autre sur ce sujet, par exemple? Du côté des observations, il faut aussi inclure l'écoute. C'est pas juste observer avec nos yeux, c'est aussi écouter pendant la réalisation d'une tâche. Comment les relève, par exemple, si c'est un groupe, interagit avec les autres, qu'est-ce qu'il explique. Donc, c'est une forme particulièrement adaptée à l'évaluation des habiletés, mais en situation. Donc, ça peut être autant dans tous les domaines, autant dans les langues qu'en maths ou en sciences. En sciences, ben, c'est évidemment lors d'activités de laboratoire ou d'expérience, on peut déjà évaluer ce que l'élève fait concrètement, mais encore une fois aussi les choix qu'il fait. Par exemple, je pense au matériel de laboratoire ou dans les expériences, est-ce qu'il a bien compris les variables, etc. Comment observer sa réalisation de l'expérience, ça va nous dire s'il comprend la méthode scientifique. En maths, ça pourrait être de donner des problèmes à résoudre en petits groupes et puis d'écouter les conversations et les stratégies et comment les élèves réfléchissent. En langue, si on discute d'un roman ou d'un texte, ça peut être des groupes de discussion. Donc, écouter la discussion qui se fait, ça nous donne une idée de ce que les élèves comprennent, de ce qui se passe dans le roman. Euh, les conversations, en fait, elles peuvent avoir lieu à n'importe quelle occasion. Donc, on peut prendre un examen écrit, puis suite à l'examen écrit, avoir une conversation avec l'élève. Suite au projet qu'il nous a remis, ben, lui poser des questions sur son projet. Ça peut être aussi une conversation pendant la réalisation d'une tâche. Donc, en fait, euh, l'ouverture que ça donne, c'est que ça permet de déterminer la compréhension profonde. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a lu ou de ce qu'on entend, on peut poser des questions ultérieures qui nous montrent jusqu'à quel point l'élève comprend et même le mettre au défi. C'est pour ça que c'est aussi une façon privilégiée d'évaluer la pensée critique et de demander à l'élève sur immédiatement là, eh bien, si on changeait ceci, qu'est-ce que cela aurait comme effet. Ça élimine aussi, ça permet d'éliminer les biais. Je pense par exemple pour nos élèves qui ne maîtrisent pas la langue et qui peuvent avoir une réponse incorrecte à un test écrit.
lui demander, mais qu'est-ce que tu pensais, qu'est-ce que tu as compris de la question pour avoir cette réponse. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire pour les élèves qui sont en francisation en particulier. Comment ou quand plutôt on va mettre en œuvre ces conversations? Donc, comme j'ai dit, ça peut être juste après un examen, discuter d'un projet, pendant ou après les observations. Ça peut être aussi l'occasion, si on donne des scénarios, des questions aux élèves à résoudre, de leur donner du temps pour se préparer et puis ensuite de les évaluer à l'oral au lieu de les évaluer toujours de façon écrite. Donc, ça peut être, c'est ce que j'ai fait en particulier, ce que nous avons fait dans mon école pour beaucoup d'entre nous quand le Covid est arrivé. Ben, on a dû passer à des évaluations à l'oral et là, on a pu voir la richesse que ça donnait à cause de la souplesse de l'évaluation et des questions qui peuvent nous venir à l'esprit et puis qu'on peut poser aux élèves selon ce qu'ils ont dit précédemment. Bon, c'était une diapositive que j'ai déjà montrée la dernière fois, mais la critique qu'on a souvent ou l'inquiétude qu'ont les enseignants, c'est d'évaluer par conversation, ben, ça va prendre du temps. Mais en fait, si on raccourcit notre temps d'enseignement pour allonger le temps de travail en classe, ben, ça nous donne des occasions en fait de parler avec les élèves et de pouvoir les évaluer de cette façon-là. Faudrait peut-être repenser aussi à évaluer nos évaluations écrites. Pourquoi doivent-elles durer une période? Ça peut être plus court et puis ça nous donne l'occasion de pouvoir parler avec les élèves ensuite. Euh, Quand on a un élève avec soi, si c'est un travail individuel et qu'on veut l'évaluer individuellement, ben, quand on a un élève avec soi, il faut prévoir évidemment du travail pour les autres élèves qui continuent. Ça peut être sous la surveillance d'un collègue ou d'un élève ou aussi pour ceux qui sont plus vieux ou ceux pour qui c'est une habitude parce que c'est un petit peu la culture de l'école, eh bien, ils peuvent très bien rester sans surveillance et puis nous, on prend nos élèves un à un dans le couloir. Donc, quand on pense à nos évaluations, bon, pour beaucoup, évidemment, quand on parle d'évaluation, on commence par planifier nos évaluations sommatives, mais il ne faut pas oublier nos évaluations formatives parce qu'elles nous préparent et à l'évaluation sommative, elles préparent les élèves. Et c'est surtout que nous, ça nous permet de savoir ben, est-ce que l'élève est prêt ou pas. Donc, il ne faut pas oublier que le premier but de l'évaluation, c'est de faire en sorte que l'élève améliore son apprentissage. Donc, c'est le rôle de l'évaluation formative et aussi sommative finalement, hein, parce que le processus d'apprentissage n'est jamais fini. Donc, ça peut aussi nous faire réfléchir au fait que si on développe vraiment nos évaluations formatives, eh bien, peut-être que est-ce qu'on a toujours besoin de faire une évaluation supplémentaire qui soit sommative? Est-ce que parmi toutes ces évaluations, on ne pourrait pas juste dire, ben voilà, celles qui sont les plus représentatives suivant certains résultats d'apprentissage? J'ai déjà fait des évaluations formatives là-dessus. Je vais prendre qu'est-ce qui est le plus représentatif et puis ça va être ça, mon évaluation sommative. Donc, la note va refléter ce que les élèves ont fait pendant ces évaluations-là. Euh, le fait de faire des évaluations formatives, donc en particulier de les faire, vous savez, en classe, comme ça, pendant un travail, ben, ça permet de donner une rétroaction immédiate à l'élève. Alors, je sais que c'est ce que l'on fait quand on passe dans la classe, on regarde ce que les élèves font, on discute avec eux, mais l'idée, c'est de, puisque c'est une évaluation, c'est d'en garder une trace. Donc, ça permet, il faut penser à garder une trace et puis aussi de ce que cette rétroaction soit spécifique. Donc, c'est intéressant d'avoir une liste de critères où, par exemple, ici, j'avais montré, je pense que déjà, mettons, mes élèves sont en train de travailler en 8e année sur la résolution d'équations linéaires, eh bien, je vais avoir une rubrique et puis je vais regarder une rubrique que je peux avoir partagée avec eux, bien sûr, et puis je vais regarder est-ce que ce qu'ils font satisfait aux critères. Et je peux très bien avoir sur mon iPad eh ben, toutes ces grilles ouvertes à chacun de mes élèves et puis donner de la rétroaction ainsi. D'ailleurs, je voudrais dire que Classroom propose, enfin,
la possibilité d'avoir, donc quand on met des devoirs, une grille d'évaluation inclus. Ce qui m'ennuie, c'est que leur grille d'évaluation, elle est associée, donc on peut la bâtir, mais elle doit être associée à des points. Or, le rôle de l'évaluation formative, c'est de donner une rétroaction, mais plus spécifique que des points. Donc, ça devrait être plutôt quelque chose de narratif qui est donné à l'élève. Donc, selon les critères qui sont là, ben, je vais dire qu'est-ce qui est à améliorer. Je vais peut-être mettre un crochet en face des points qui sont à améliorer. Et puis, si c'est atteint, ben, je vais dire, voilà, en classe tel jour, ou je vais, si l'objectif n'a pas été atteint, je peux décrire ici qu'est-ce qu'il y a comme difficultés qui ont été rencontrées ou qu'est-ce qui n'est pas fait. Donc, ça permet à l'élève de se référer à son évaluation, mais même à nous, ça nous permet donc d'avoir une trace de ce qui a été fait, de la rétroaction qui a été donnée à l'élève. Donc, c'est important que cette action soit spécifique parce que ça permet comme ça à l'élève de savoir sur quoi il doit, sur quel point il doit s'améliorer. Et en fait, quand on fait beaucoup d'évaluations formatives, eh bien, on peut ainsi allouer plus de temps au travail de planification plutôt qu'à la correction. Donc, si on le fait en classe, et puis on donne la rétroaction immédiate à l'élève, on n'a pas besoin de compter des points ou quoi que ce soit. On a écrit sur place ce que l'on pensait. Euh, Ensuite, d'autres pistes de réflexion, ce serait de se poser la question, ben, combien de temps on passe à corriger dans le but de mettre une note sur le bulletin? Et est-ce que dans notre temps de travail, est-ce que ce temps est justifié finalement? Donc, on peut aussi se demander, ben, en fonction de ce temps-là, les élèves, eux, combien de temps passent-ils à s'auto-évaluer ou à être évalués par leur père ou à évaluer leur père avec une liste de critères de la même façon. Donc, est-ce qu'on a un bon rapport entre les deux? Est-ce que le deuxième point, c'est zéro pour les élèves ou très proche de zéro? Et est-ce que pour nous, c'est des heures? Est-ce que c'est de prendre, surtout quand ils ont une liste de critères, donc de prendre les élèves et de leur faire évaluer le travail de leur père ou déjà leur propre travail. Et ce qui fait que ben, finalement, si le travail nous est destiné ensuite pour une évaluation ultérieure, eh bien, le fait qu'il se soit pré-évalué, souvent, ça augmente énormément la qualité du travail qu'ils nous donnent. Et surtout, ça les rend responsables et pardon, et c'est pas ici. Donc, ça les rend, voilà, ça rend les élèves responsables de s'auto-évaluer ou d'évaluer leur père, ça les engage dans le processus d'évaluation et donc d'apprentissage. Il faut aussi penser, là je pense surtout au secondaire et en plus dans la deuxième partie du secondaire, que peut-être qu'on pourrait avoir des méthodes d'évaluation qui sont à moins d'écrit, plus d'oral et plus de réalisation concrète. Donc je sais qu'au primaire, il y a beaucoup moins d'écrit et surtout dans les premières années. Mais ensuite, au fur et à mesure des années, on se rend compte que l'écrit prend la majeure partie de la sorte d'évaluation que l'on fait. Donc, il faut penser à ça et peut-être ramener nos évaluations écrites à une proportion qui soit plus faible. Question que je pose comme ça, mais pourquoi évaluer la compréhension d'un texte par un examen écrit avec des questions à choix multiples? Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que ce ne serait pas une meilleure façon d'avoir une conversation avec l'élève? Pourquoi évaluer des habiletés en maths par des questions écrites? Certaines habiletés, on pourrait faire euh, la chose concrète, disons, à l'élève. Donc, tout ça, ce sont des pistes de réflexion auxquelles il faut penser. Il faut penser aussi à quelque chose d'autre, c'est que de plus en plus, nos parents, ben, ils sont impliqués dans l'école, bon, tout au moins pour certains d'entre eux, et ils s'impliquent au point qu'ils aimeraient bien savoir comment les élèves sont évalués. Et c'est assez puissant de partager les évaluations avec les parents
pour que les parents puissent voir. Parfois, ça reste nébuleux, ils se fient à une note, mais finalement, un pourcentage ne va jamais donner une, une- un tableau exact de ce que sait faire l'élève et de ce qu'il ne sait pas faire, ou de ce qu'il a compris et ce qu'il n'a pas compris. Donc, si on peut utiliser la technologie pour partager avec les parents les évaluations données à l'élève, la rétraction qu'on leur donne, et puis aussi leur donner des exemples de travaux, disons, à différents niveaux que l'on trouve dans la classe. Donc, ça donne une meilleure idée aux parents et pour ceux qui veulent intervenir et aider leurs enfants, c'est beaucoup plus facile, disons, de cette façon-là. Alors, si on aborde maintenant le processus de différenciation, donc, en fait, quand on fait notre planification de ce que l'on a enseigné, on va toujours utiliser donc, ce backward design, c'est-à-dire on va commencer par planifier nos évaluations sommatives et formatives, et puis à partir de là, on va planifier euh, nos activités d'apprentissage, etc. Mais il faut penser à chaque étape qu'il faut différencier en fonction des besoins spéciaux des élèves. Donc, ça peut être une différenciation du format. Il y a des élèves, j'ai eu un élève une année, il fallait que je lise ce qu'il écrivait pour que oralement, ou du moins je le lise dans ma tête, au lieu de... Enfin, je prononce, disons plutôt les mots qu'il avait écrits pour comprendre ces mots phonétiquement à quel mot ils ressemblaient, parce que entre son orthographe et puis l'orthographe conventionnelle, il y avait un très très grand écart. Donc, ce genre d'élève, c'est quand même, si le but c'est d'évaluer et non de lui faire pratiquer l'écrit, c'est quand même très bien de pouvoir le faire à l'oral. Ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et plus juste aussi. On peut différencier aussi le format en demandant une production visuelle. La production visuelle, ça peut être, oui, bien sûr, une vidéo, mais ça peut être aussi un schéma à noter. Donc, je montre juste quelques exemples ici. Bon, ils ne sont pas tous en français, mais on peut leur faire donc un schéma, quelque chose d'illustré, mais aussi qui est annoté pour qu'ils démontrent leur compréhension. C'est ce qu'ils font parfois d'eux-mêmes quand ils ont à faire des petits résumés de notes. Voilà, donc on peut aussi évaluer très bien la compréhension avec ça. Ça peut être une tâche concrète aussi dans le format, et le format peut inclure aussi le fait de morceler l'évaluation. Donc ça va être en particulier important pour tous les élèves qui, vous savez, ont une surcharge cognitive qui est rapidement atteinte. Donc j'ai des élèves en 8e année qui ne peuvent pas faire un examen que j'ai prévu pour une période, disons, ça c'est le double du temps que mettrait un élève moyen. Pour eux, c'est beaucoup trop. Donc, j'ai des élèves qui, au bout de 30 minutes, me disent Madame, je ne peux plus réfléchir, c'est fini. Donc, le fait de morceler ceci sur plusieurs jours, par exemple, ça peut vraiment les aider et donc donner une meilleure idée de ce qu'ils savent faire. Ok, donc, quelques exemples. Ici, on a un exemple d'examen différencié. C'était un examen écrit sur l'aire de la surface. Et puis, pour les élèves, la majorité des élèves de la classe, ils vont avoir soit un objet devant eux, soit un dessin de cet objet en 3 dimensions. Et puis, ils vont devoir calculer, la question, ça va être calcul l'aire totale, l'aire de la surface donc de cet objet. Mais certains élèves, ils vont par exemple avoir besoin qu'on leur détaille les différentes étapes à effectuer. Donc, ça peut être une forme de différenciation, de leur faire réfléchir. Les différents rectangles ont été annotés, ce qui n'est pas le cas là sur l'image, mais et puis ils vont réfléchir, donc ils vont pouvoir suivre une série d'étapes. La résolution d'équations, ce serait pareil. Leur donner des étapes, ça leur permet d'accéder en fait au résultat.
Ça pourrait être aussi de donner, donc, par exemple, un projet et puis ce projet, on peut lui-même le différencier. Alors, ce que j'aime dans l'idée de donner comme ça un projet, par exemple, là, c'était sur les régularités, les relations, les équations linéaires, c'est que ça peut ouvrir. Donc, ce que j'avais fait là, c'était ça, oui, ça peut ouvrir sur différentes formes, euh, enfin, une richesse finalement d'évaluation qui est importante. Donc, les élèves ont toujours la liste des résultats d'apprentissage et les indicateurs de rendement. Donc, c'est surligné sur ce document-là quels résultats sont visés. Ensuite, j'avais donné une petite description rapide écrite du projet. Donc, j'avais dit aux élèves, bon, ben, il faut créer une relation linéaire à partir d'une situation de la vie courante. Il y avait une vidéo qui était jointe et puis qui leur montrait à partir de petits blocs, vous savez, de forme géométrique, comment arriver à faire une relation linéaire. Et puis, à partir de là, donc, identifier les variables, créer la table de valeurs, etc. Donc, les étapes étaient décrites. Et puis, donc, c'est ça, j'avais mis des vidéos en lien ici pour leur montrer un projet. Donc, c'était du modelage, c'était un projet que j'avais fait. Et ils avaient aussi donc la grille d'évaluation avec donc, grille d'évaluation avec la liste de critères et puis la description qui rend compte de l'atteinte des critères. Donc, bon, voilà, donc tout était décrit, créer une relation, ben, voilà, la relation qui est créée, linéaire, etc. Il y avait toute une série de critères et ils pouvaient comme ça faire leur projet et aller voir, bon, est-ce qu'ils répondaient à tous les critères. Alors, ce qui est intéressant avec ce genre de projet, c'est qu'on peut le différencier. Donc, on peut, souvent les élèves, bon, pour certains, nos élèves les plus faibles, ça va être un petit peu difficile de trouver une relation linéaire à partir d'une situation de la vie courante. Donc, on peut leur donner des indices. On peut, bon, j'ai une élève il n'y a pas très longtemps qui me disait, ah ben, moi j'aime bien faire de la cuisine. Bon, ben, donc on a discuté pour savoir comment, à partir d'une recette, elle pouvait créer une relation linéaire. Euh, voilà, ça peut être d'obtenir de l'aide aussi hein, pour répondre à tous ces critères. Alors, ce qui est donc intéressant, c'est que si on regarde, ben, ce projet, ça peut donner lieu à de l'auto-évaluation, puisque les élèves ont la grille d'évaluation, donc ils peuvent même regarder si leur travail correspond à tous les critères. Et on peut demander aussi donc, à ce qu'il y ait une évaluation par les pairs. Donc, il peut y avoir un partage des projets et puis chaque élève a donc une grille d'évaluation et il va évaluer un projet. Alors, le fait d'évaluer le travail de quelqu'un d'autre, c'est aussi une très bonne façon d'apprendre. Ensuite, bon, évidemment, l'enseignant peut évaluer lui-même le projet. Ça peut être suivi d'une conversation, donc avec l'élève. Ça peut même faire l'objet d'une évaluation sommative finalement. On peut aussi, et c'est là qu'on voit toute la richesse de ce genre d'activité, on peut évaluer l'évaluation par les pairs. Donc, c'est aussi intéressant de voir ce que les élèves ont pensé des autres projets et puis ben, peut-être parfois on découvre des choses. Hein. Et les questions, dans la fin de ce projet, il y avait des questions que les élèves devaient créer sur leur projet. Donc, des questions comme, bon, ben, si la valeur de X, telle valeur, que vaut Y. Alors, c'était pas, évidemment, c'est dans le contexte du projet, donc c'est formulé un petit peu différemment. Et puis, ces questions qu'ont créées les élèves, ben, elles peuvent servir d'évaluation pour leur père. Donc, finalement, à partir d'un travail, on arrive à avoir énormément d'informations. Donc, le projet est différencié de lui-même parce que les élèves ont un choix. Donc, comme j'ai dit, pour certains, il va falloir donner des idées de régularité et puis ou fournir de l'aide pour déterminer l'équation de la relation. Donc, on va viser les apprentissages essentiels, c'est-à-dire si je te donne l'équation, est-ce que tu peux créer la table de valeurs bon, où est l'aide finalement que l'élève a besoin. Le plus souvent, c'est de déterminer à partir de sa relation l'équation. C'est la mise en équation souvent qui va être la plus difficile.
justement pour cibler ces apprentissages essentiels. Pour moi, j'ai appelé ça la grande idée, mais l'idée que j'essaie de garder à l'esprit tout le temps, c'est de me dire, cet élève-là dans l'avenir, étant donné toutes les ressources qui sont aujourd'hui disponibles sur le web, de quoi a-t-il besoin pour pouvoir utiliser ces ressources et arriver à résoudre le problème qu'il a à résoudre. Donc, c'est quelles habiletés et connaissances doivent avoir nos élèves pour se débrouiller dans la vie. Finalement, c'est ça. Donc, j'essaie toujours de me dire, bon, ben, c'est vrai que le théorème de Pythagore, il peut le retrouver facilement, mais à condition qu'il sache à quoi ça réfère, mais il peut retrouver la relation sur le web. Mais est-ce qu'il sait remplacer dans cette relation-là? Est-ce qu'il sait utiliser cette relation? Bon, dans disons les ressources, donc je recommande le livre de Damien Cooper qui est de Jeff Katana sur euh, le fait de repenser nos évaluations et la triangulation en particulier. Au cours de la session que nous avons faite, donc qui n'avait pas été enregistrée, d'où l'enregistrement d'aujourd'hui, nous avons eu quelques questions. Il y avait une question intéressante et évidemment que tout le monde se pose surtout au secondaire, c'est quand on donne un travail et qu'on veut l'évaluer et puis l'élève ne rend pas son travail, que fait-on? Donc, dans notre école, et je pense que c'est pas mal étendu à notre conseil scolaire, nous avons déjà décidé que tout ce qui était sommatif était fait en classe. Donc, il n'y a pas d'évaluation sommative qui n'est pas remise, en fait, par les élèves, parce qu'elles sont toutes faites en classe. Ensuite, bien sûr, quand on donne un travail, il faut qu'il y ait une intention derrière, il faut que ce soit planifié. Donc, en fait, on sait dès le départ, si on a donné ce travail, est-ce que c'était en vue d'une évaluation formative ou en vue d'une évaluation sommative. Donc, ça élimine énormément, bon, ben, même si l'élève n'a pas fait le travail qu'on voulait faire qui était formatif, il faut trouver un moyen de lui faire ce travail à un moment donné en classe parce qu'on veut lui donner de la rétroaction avant de lui donner une évaluation sommative. C'est toujours l'idée de est-ce que l'élève est prêt? C'est inutile de donner une évaluation sommative à un élève si on n'a pas vérifié qu'il était prêt avant. C'est une perte de temps. Au secondaire, avec la conception du secondaire, ensuite, c'est la bataille pour faire la reprise, etc. On a souvent, avec cette possibilité de refaire des évaluations sommatives, on a des élèves qui demandent parfois le jour de l'évaluation, dans certaines classes en tout cas, Madame, est-ce que je pourrais faire la reprise alors qu'il n'a même pas fait l'examen ou l'évaluation sommative, quelle qu'elle soit. Donc, en vraiment préparant et en disant à l'élève, ben, c'est de l'évaluation conformative qu'on fait aujourd'hui, et puis je dois te donner la rétroaction pour être certaine que tu es prêt ou pour te donner le chemin à suivre pour que tu sois prêt pour ton évaluation sommative. Le fait de communiquer ça à l'élève, ça crée une certaine culture, et ensuite les élèves sont habitués. Voilà, c'était une des questions voilà, que tout le monde se pose et qu'on a eu. Voilà. Donc, ceci met fin à cet enregistrement.